Salut les amis et bienvenue. Ici, là, je vais vous proposer juste un extrait de l'entretien qu'il a accordé, je parle d'Ibrahim Traoré, aux journalistes burkinabés. Oui, parce qu'il y avait des journalistes, je crois, de 3 chaînes de télévision, la chaîne nationale et 2 chaînes privées. Et ce monsieur, il inspire confiance. C'est un monsieur qui inspire la jeunesse africaine aujourd'hui. Jeune, vaillant, un soldat du terrain, qui explique aux gens ce qu'il a déjà fait, les différentes marches, même à pied, qu'il a effectuées, et la souffrance du peuple. Un monsieur qui connaît le Burkina Faso. Ah oui, oui, oui. Il connaît bien ce pays, très, très bien ce pays, pour avoir marché, comme il a dit, d'un coin à un autre. Et pas que, même dans le Sahel. Et il est très humble. Un an après sa prise du pouvoir, vous savez, quand il a chassé l'autre, Damiba au pouvoir, les gens se posaient même la question maintenant, comment il y a des coups d'État sur les coups d'État et coups d'État sur les coups d'État? Mais on s'est rendu compte à un moment donné que c'est lui qui était derrière les autres coups d'État pour que son pays puisse avancer. Et cette fois-ci, il a décidé de prendre les choses en main, de gérer son pays, du moins pour sécuriser ce pays avant d'organiser les élections. Et à la question à savoir, est-ce qu'il n'est pas temps de laisser les partis politiques commencer à battre campagne et autres et tout, il a dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment de la distraction. Aujourd'hui, au Burkina Faso, le peuple veut la sécurité. Quand ils vont finir de sécuriser le pays, parce que c'est le plus important, ça ne va pas tarder, les Burkinabés vont décider qui va être présent ou pas. Et ils parlent de nous, c'est-à-dire qu'ils gèrent le pays avec le peuple. C'est pour cette raison qu'ils parlent de consultation à consultation, les visites à visite, ils rencontrent tout le monde. Et concernant les sous-officiers milliardaires, il a dit que quand il est arrivé au pouvoir, on connaissait déjà qui était qui faisait quoi, qui était infiodé, qui travaillait avec l'impérialisme, qui faisait la promotion de l'impérialisme, qui avait pris l'argent de l'impérialisme pour essayer de maintenir le Burkina Faso ou l'Afrique toujours dans le sous-développement. Mais à un moment donné, il a pensé que, à force de les parler, ces gars devraient changer. Mais il a compris que les gars ne veulent pas changer. Les gars ne veulent pas changer et il va employer maintenant la méthode Ford. Et là, accusé de façon indirecte, sans toutefois citer le nom d'un chef d'État d'un pays africain qui est voisin, avec le Burkina Faso, qui est un agent commercial de l'impérialisme, qui fait tout pour déstabiliser les pays du Sahel, qui est là uniquement pour l'argent, parce que la France a un agenda saoudite, terrible, noir, en Afrique, et il joue ce rôle-là. Ce monsieur parle de son pays, il parle de l'Afrique, il parle de l'éducation, il parle de la sécurité, il parle du développement. Les amis, j'ai écouté et c'était vraiment un pur régal d'écouter Ibrahim Traoré. J'ai coupé juste une partie de cet entretien pour partager avec vous. Parce que je sais, c'est long, c'est 1h11 cet entretien qui dure, mais vous ne pouvez pas écouter tout cet entretien parce que je sais qu'il y a des problèmes d'Internet chez nous, c'est un peu cher. Donc, du coup, ceux qui vont regarder à l'extérieur, peut-être qu'ils ont eu la chance de regarder, mais les commentaires que nous faisons après, peut-être ça va les intéresser pour dire que voilà un leader. Voilà un leader à l'image de Thomas Sankara, à l'image de Patrice Lumumba avant Thomas Sankara, à l'image de Kwame Nkrumah avant Lumumba, de l'image de Sékou Touré, de l'image des leaders africains que nous voulons voir. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, le malheur de notre continent, c'est ses propres enfants. Ses propres enfants qu'on a éduqués en Europe, on a gâté ces enfants-là qui viennent nous maintenir dans la galère, dans le sous-développement. Les enfants d'Afrique qui ne veulent pas dénoncer tout ce qui se passe, qui restent dans ces conforts imaginaires créés pour eux et maintenir le peuple majoritairement pauvre dans la pauvreté. C'est-à-dire que nous sommes dans la pauvreté, au lieu de faire en sorte que les gens quittent cet état de pauvreté visible, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le maintien. Ils veulent nous maintenir toujours dans la galère. Et Ibrahim Traoré a compris cela.
C'est pour cette raison que, les amis, pour ceux qui ont écouté cet entretien, c'est un pur régal. Pur régal. Et honnêtement, ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, qui essayent de déstabiliser le Burkina Faso, le Mali et tout, ils doivent savoir qu'ils sont hors sujet, que le peuple ne peut pas les permettre de continuer à les maintenir dans la souffrance totale. Non. Vous avez pris vos milliards, vous avez pris votre argent, c'est votre problème. Réglez ça avec votre sang, avec vos enfants. Ne prenez pas le peuple en otage. Le peuple burkinabé s'est levé l'autre jour comme un seul homme et là, ça encourage cette leader vaillant, cette leader charismatique, visionnaire, de continuer de travailler pour l'épanouissement de son peuple. Les amis, je vous suggère d'écouter un extrait de cet entretien. Merci de nous suivre depuis la présidence où le chef de l'État se prête une fois de plus à l'exercice de l'entretien télévisé. Un an d'accession au pouvoir, plusieurs chantiers entamés, d'autres poursuivis, des changements dans la configuration diplomatique des relations et ce qui retient encore plus l'attention des Burkinabés, le volet sécuritaire et l'espoir, Monsieur le Président, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Nous évoquerons autant de sujets et bien d'autres. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour mener à bien la tâche qui nous a été assignée, je suis avec mes confrères Patenema Oumar Ouedraogo des éditions Sidoya et Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir Ruth. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir Ruth. Bonsoir Monsieur le Président. Excellence, cela fait une année que vous êtes dans le fauteuil présidentiel. Jeune capitaine de 35 ans qui ne s'était pas tracé un destin politique. Et depuis votre arrivée, à l'image des récents événements que nous avons connus, chaque jour pratiquement a été jalonné par des questions d'État. Excellence, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui et comment est-ce que vous vivez tout ceci? Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous. Et cette mission, on va la mener à bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique, lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents, jusqu'à 6 mois on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Est-ce à dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà, c'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent.
On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essuyer de lourdes attaques, comme on l'a vu à Conakry il y a quelques semaines. Alors, 53 morts, ce fut énorme, Monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Combri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien, depuis 2021, personne n'y a mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures, il faut s'y attendre, mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on y aille. Alors, pour rester dans cette région, Tangay, c'est une des communes rurales qui a été reconquise il n'y a pas très longtemps, avec à la clé l'installation d'une base militaire et même le retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Voilà. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plaisent pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent, on a reconquis tel village, les gens ont rejoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux télé. Mais ça constitue des victoires pour vous, c'est symbolique en termes de victoire pour vous, naturellement. Je suis d'accord, oui. Mais vous voyez ce qui se passe lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est reconquis, d'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est reconquis, les voilà au marché, ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones aujourd'hui, vous partez, vous circulez. Donc, c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à 1 an de votre pouvoir, du MPSR2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent. Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront nous sommes sous blocus, il faut des convois pour venir vers nous. Oui, même si demain nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires. Parce que c'est une guérilla, c'est une guerre. 2, 3, 4 individus sortent et voilà, commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Et voilà, donc on va toujours protéger nos itinéraires, on va toujours escorter nos commerçants et tous ceux qui se déplacent. Alors l'une des plaintes, c'est le temps que ça met. Je prends l'exemple de la ville de Nouna qui a été ravitaillée rien que le mardi, mais là on a mis pratiquement 1 mois pour ravitailler cette localité-là. Bon, peut-être le délai est dû peut-être aux conditions du terrain. Avec la saison, peut-être c'est pas facile. Et la planification des missions, donc dans ces situations-là, c'est pas aussi simple. Mais ce sont des choses qu'on va rattraper. Alors, Excellence, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer donc dans ces mouvements-là. Parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes, éventuellement à rejoindre les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire, de se soustraire de cette lutte-là, parce que nous savons ce qui a amené ça. Voilà, on a sensibilisé beaucoup. Ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Et il y a le développement aussi. Donc nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix?
démarche souterraine. Je ne sais pas. Des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés. On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, Excellence, quand pouvons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Voilà, donc vous avez attendu le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois encore. Vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos? Je dirais même, pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On a été très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, finalement, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire. Et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu entre-temps une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que les Burkinabés sachent ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Excellence, on va s'intéresser également à celle au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clanique au sein donc de notre armée. Mythe ou réalité? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par non-MD, par cotisation. C'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc, il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça, déjà, la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez le terrain ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là, d'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. En fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages, voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens, elle va exister, il n'y aura pas de projets éventuellement au niveau de la gendarmerie? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si
Demain, c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc, vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute, comme le disent certains langues. Qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais, si jamais, si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Les détachements militaires burkinabés, on en parle, Excellence, parce qu'il y a eu il y a eu des attaques. On a des victoires aussi, c'est la guerre avec des défaites aussi. Quel est le point des détachements militaires actuellement au Burkina Faso? Le point, c'est-à-dire au niveau du maillage du territoire. Oui, les détachements ont toujours existé, mais le maillage, je ne parlerai pas des détachements, c'est le nouveau redécoupage. Nous avons redécoupé en 6 groupements et nous avons souhaité que les groupements soient autonomes, ce que nous essayons de faire en moyens logistiques, armes, munitions, tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui un groupement pour faire ces opérations n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tout le nécessaire à leur niveau, ils sont autonomes carrément. Sur le côté financier, ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur le terrain, que ce soit sur le plan matériel, mais sur le plan financier également? Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour le soldat. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, même les questions de logement et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP, ils n'étaient pas payés à ce coût-là. Vous étiez à 20 000, vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà, c'est largement au-delà du SMIC. Et on compte aller plus loin. Voilà, mais je dis, tout dépend de la situation économique du pays. Plus on reconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie, voilà pourquoi j'ai dit les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous, qui ont quelques jours de formation, mais ils acceptent d'aller se sacrifier. Mais est-ce que vous avez prévu d'améliorer au moins, parce que les familles des VDP aussi commencent à donner de la voix sur cette question-là? Oui, c'est des réflexions qui sont en cours, même les 10 millions de soldats, c'est des réflexions qui sont en cours. Vous voulez augmenter ça maintenant pour les familles? Non, pas question d'augmenter, il faut réfléchir à l'emploi. Vous avez vu des reportages où les familles se font la bagarre pour ça. C'est pas intéressant et on connaît aussi beaucoup de familles de soldats tombés qui peinent à pouvoir rentrer parce qu'il y a des conflits. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on réfléchisse à une formule pour que ça puisse bénéficier à la famille de soldats. Et on va réfléchir à la même formule pour les familles des VDP. Une formule juste qui ne va pas heurter les sensibilités africaines parce qu'il ne faut pas que l'argent soit objet de division. Excellence, l'opinion s'intéresse également à la coordination du travail sur le terrain entre FDS et VDP parce que de plus en plus, on a le sentiment que les VDP tombent beaucoup plus au front. Et l'opinion aimerait savoir comment est-ce que tout ceci est organisé. Il y a une bonne collaboration. Pour la plupart du temps, tout se passe très bien. Ils évoluent ensemble. Voilà. C'est quelques localités où il n'y a pas de... C'est rare qu'il y ait des localités où il n'y a pas de FDS. Soit il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a des localités où il y a l'armée. Donc ils sont encadrés sur la plupart des opérations. Mais ce n'est pas une statistique à faire comme ça. Parce qu'ils sont peut-être plus nombreux que l'armée. Plus nombreux que l'armée. On a plus de VDP que de militaires. Vous croyez qu'on a combien de soldats? Quel était l'effectif de l'armée avant que nous en arrive? Allez-y chercher. Si cette année seulement on a fait un recrutement de quoi? 11 000 soldats. C'est totalement une armée. C'est parce qu'on avait un problème d'effectif. Alors, est-ce que vous êtes arrivé d'entendre que les VDP ou les FDS refusent d'aller au front? Refuser d'aller? Oui. Jusque-là, on n'en a pas vu le cas.
Je pense qu'ils sont plus motivés à partir. Quand on a commencé la formation des VDP, et il y a quelque chose même qui se passe qui est très intéressant depuis qu'on a commencé à former les VDP nationaux et tout. Il y a des militaires même qui veulent évoluer aux côtés des VDP. Ils veulent aller avec eux et il y a beaucoup de bataillons mixtes qui sont en constitution actuellement. Ils s'entraînent. Il y a des militaires et VDP ensemble, ils s'entraînent durement et ils partent. Donc il y a de l'engouement quand même. Et quand on veut les envoyer quelque part, voilà, ils n'hésitent même pas. Actuellement, tous ces VDP qu'on a recrutés, formés, vous savez qu'au début, on se disait qu'ils n'allaient pas supporter les gilets et tout ça là. Bon, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas... Voilà, ça peut faire bizarre. Mais ils ont demandé à avoir les gilets casques. Certains croyaient qu'on n'allait pas avoir pour tout le monde parce qu'on a vu la polémique se monter. Tous ont des gilets, des casques, des trucs de protection, tous. Et ça les motive en fait, tout ça à se lancer. Il y a des jeunes qui dorment à la place de la nation, qui ont même lancé des messages au capitaine Traoré pour dire nous on veut défendre notre pays, la pluie, le vent nous trouve là-bas. Vous êtes au courant de ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Oui, je crois qu'entre-temps on m'a rendu compte, je ne sais plus, il y a 1 mois de cela ou 2 mois, qu'il y a des jeunes justement qui dormaient donc à la place de la nation pour défendre. L'instruction a été donnée donc de les prendre et on m'a rassuré, soit ils ont fini leur formation, ils sont toujours en formation. On les a récupérés, mais bon, on avait dit aux gens de patienter parce qu'on allait lancer encore. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a toujours de l'affluence. Voilà. Mais il faut reconnaître que les Burkinabés sont engagés pour défendre leur terre. C'est ça le plus important, c'est ce qu'éveil-là qu'on cherchait. Les gens ont compris et on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, que peut-on faire comme point du recrutement et de la formation des contingents? Oui, je vous disais que cette année seule, quand on prend l'armée de terre, on est à 11 000 qu'on a recrutés. La plupart sont en MCO. Ce qu'on dit MCO, c'est les phases avant l'engagement. Ils font une mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire un entraînement particulier intensif. Donc, quand ceux-là vont s'engager, voilà, on pourra passer au développement. Côté gendarmerie, il y a eu des gendarmes auxiliaires qu'on a décidé de recruter. La première vague a fini 1400, il y a au moins 1500 encore, donc ils étaient 3000 en tout. Côté eaux et forêts aussi, vous avez dû remarquer, il y a un recrutement spécial de 4000 qu'on a lancé. Même au niveau des policiers, je pense que vous avez vu leur réorganisation. Voilà, on a regroupé en Goubi, voilà, c'est ce qu'on appelle le groupement mobile d'intervention, qui sont déployés un peu partout, à qui je rends hommage d'ailleurs au passage, qui sont engagés, fortement engagés, parce qu'avant ils n'avaient pas peut-être un certain type d'équipement qu'on refusait de les donner. Actuellement ils ont tout. Donc voilà, on recrute et on réorganise et on avance. L'Assemblée nationale a donné son cutus pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc sur ce point seulement, la meilleure manière donc de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous reste les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Et voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en hommes, en finances et en vivres? Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle de défendre, c'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, les appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins.
Et finalement, qui paiera cette note? Qui paiera? Cette note? Non, ce n'est pas une note particulière. De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière pour faire la guerre. Le 16 septembre 2023, donc, il y a eu la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce là un processus vers la fin de la CEDEAO ou le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO pour une certaine autonomie? L'AES, c'est une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un comme l'autre du soutien de ce partenariat-là. Donc c'est ça d'abord le plus important pour nous, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de sécurité. Nous sommes en guerre et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. La CEDEAO et l'AES? La CEDEAO est là. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas quitté la CEDEAO. Mais l'AES est une alliance de défense. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire lors des changements intervenus au Niger et avec les différentes décisions de la CEDEAO? On a vu 2 pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, les peuples burkinabés et ivoiriens, on est ensemble, hein. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques peuvent différer, comme sur ce cas précis où ils ont décidé, les politiciens ont décidé une certaine posture. Nous sommes dans une certaine posture. Mais de toute façon, voilà, chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coût, qui prend le coût. Jusqu'à preuve de contraire, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ouais, ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages. Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger leur population, parce que c'est leur... c'est leur mission principale. Le cas ivoirien. Parce que c'est leur... c'est leur mission principale. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération. Pas assez d'armes pour équiper nos unités qui étaient là-bas. Mais on avait des soutiens. À ce moment, je pense que les autorités ivoiriennes ont décidé de nous appuyer. Les contributions financières de la Côte financière, ça sera la bienvenue. Je pense qu'on a un fonds de soutien patriotique. Si de coopération avec un pays. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de burkinabé et celle de la... Nous avons... Et nous essayons nous-mêmes de comprendre. Je ne pense pas qu'agresser verbalement ou quoi que ce soit les autorités ivoiriennes. Mais nous avons vu par contre des sorties d'autorités ivoiriennes. On a vu les sorties du président de l'Assemblée, on a vu beaucoup d'autres choses qui malheureusement ont parlé du Burkina négativement, mais nous n'avons pas répondu. Voilà, parce que nous avons jugé que c'est des opinions d'individus, mais ce n'est pas l'opinion du peuple ivoirien. Voilà, donc on a décidé, mais jusqu'à preuve de contraire, ici, il n'y a pas une seule autorité qui a fait une sortie parlant de la Côte d'Ivoire. Une du cadre sur les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Parce que beaucoup sont intéressés à rentrer au pays pour lutter, pour défendre le territoire ou encore financièrement apporter leur contribution. Beaucoup sont déjà rentrés, qui sont sur le terrain. Et comme vous dites financièrement, beaucoup ont contribué. Beaucoup continuent d'envoyer leur contribution à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici, même, ils ont fait un congrès, ils ont contribué. Donc vraiment, on les remercie, on les encourage. C'est de la Côte d'Ivoire seulement? Non, beaucoup de la diaspora. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit, nous avons beaucoup apprécié le réveil. Le réveil, l'éveil de conscience et tout. Les gens aiment leur pays. Ils aiment leur patrie et peu importe où ils sont, ils pensent toujours au pays. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et cette année seulement, si vous comptez le nombre de fois, ceux de la diaspora qui ont eu des congrès ici, c'était vraiment très bien. Et à chaque fois, ils viennent et ils contribuent. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tous les Burkinabés de l'extérieur
On les salue. Monsieur le Président, quelque chose marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement à être autonomes, ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître entre guillemets? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs? Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Pas évident, mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore avec... donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan de défense, on l'a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je vais dire nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici. Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme. Ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre quoi on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Monsieur le Président, on va parler des réformes politiques et institutionnelles. Alors, à quand la levée de la suspension des activités des partis politiques? La suspension, ce n'est pas de plein gré. Vous avez vu, c'est une question de sécurité d'abord. On ne souhaite pas que les gens commencent des activités politiques et qu'on soit amené à déployer des forces pour sécuriser. Parce que je pense qu'il y a eu le cas dans un pays voisin où des politiciens ont voulu faire une rencontre et des gens sont venus s'en prendre à eux. Voilà. Et ça nous a interpellés. On dit, bon, c'est difficile, nous on va employer la force à autre chose. Aujourd'hui, je vous disais que beaucoup d'unités sont constituées. Vous voyez pas trop de policiers dans la rue comme ça. Voilà, on est concentré sur la guerre, on ne peut pas encore se partager pour sécuriser beaucoup il y a trop de partis politiques. Est-ce que vous craignez les partis politiques au Burkina Faso? Craindre pourquoi? S'ils reprennent leurs activités avec éventuellement des mobilisations, on n'a pas fini. Non, ça ne craint pas. Je vous dis que c'est le peuple qui décide. Vous êtes sûr qu'il y aura de la mobilisation? Non, on ne sait pas ce qu'on craint. Donc si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous ne les laissez pas reprendre leurs activités sans problème? C'est la question de sécurité, je dis. Si demain on dit à des gens de faire leurs activités et que des gens les agressent, qu'est-ce que vous direz? Les OSC qui mènent des activités à l'image des partis politiques. Les OSC qui mènent des activités comme quelle activité? Il y a des organisations de la société civile qui soutiennent les marches, comment on appelle ça, les meetings là. Les meetings et autres. Vous êtes sûr que c'est des OSC? C'est le peuple. Parce que quand vous dites OSC, ce sont généralement des gens qui ont peut-être... voilà. Le ressenti général est qu'il y a peut-être du 2 poids 2 mesures. Non, c'est un phénomène spontané. Ce n'est pas forcément une OSC qui organise une activité ou truc. C'est un phénomène spontané. C'est la masse populaire qui a compris et qui soutient.
Donc là, c'est autre chose. C'est pas forcément une OSC qui s'est levée pour organiser un événement. De toute façon, on a suspendu pour des mesures de sécurité. Et au besoin, on analyse la situation, on va lever. Est-ce que vous avez pour intention d'assainir justement cette vie politique-là? Et si oui, comment est-ce que vous comptez procéder? Bien sûr, on va assainir. Je pense qu'il y a la relecture des textes. Vous trouvez normal même que quand on prend le nombre de partis politiques au Burkina, vous trouvez normal qu'on ait tous les idéologies pour développer le Burkina? On a besoin de 100 000. Vous comptez donc toucher au multipartisme qui a déjà été consacré? Le multipartisme existera. En tout cas, il y aura des conditions pour pouvoir exercer. Et ceux qui rempliront les conditions exercent. Monsieur le Président, il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le président. Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous le compreniez. Et si notre parti du peuple dit on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Les accepter, ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent manifester. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot, là, c'est une forme de manifestation, non? Voilà, ils peuvent manifester. Ils sont libres. Est-ce que, justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous, on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, là, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellence, on n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mais si vous répondez à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de me dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que les Burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne, et là permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réforme politique au Burkina Faso, nouvelle constitution, entre autres, référendum. Est-ce que vous y pensez actuellement? Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Parce qu'il y a Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Peut-être vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différentes ethnies ou tout ça là, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises? Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Voilà.
Et on trouve que ces leaders coutumiers, religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés. Vous envisagez donc d'intégrer certaines approches participatives? Bien sûr, il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Excellence. Les amis, il dit beaucoup de choses intéressantes. Je suis sûr que vous avez aimé. Les amis, suivez les vidéos sur cette plateforme aussi. C'est important. Partagez, c'est important. Commentez, c'est important. Likez, c'est important. Surtout si vous avez le temps. Oui, on reste vraiment, vraiment poli. Même avec ceux-là qui viennent nous provoquer tout le temps. Et ce monsieur, vraiment à l'écouter, on comprend que l'Afrique a de la chance de se développer, de se libérer. Et si les autres se transformaient en leaders, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, et à un certain niveau aujourd'hui, Abdourahmane Tiani, nous allons aller loin. Mais seulement, les autres que j'ai cités là, au Niger, on est en train d'observer Abdourahmane Tiani. Heureusement qu'il y a le M62. On est en train d'observer ces gens-là. Ce que nous voulons pour l'Afrique, c'est la libération totale. C'est la dénonciation des accords bidons qui nous maintiennent dans la galère. C'est la dénonciation de tous ces accords-là. Nous ne voulons plus être des gens, la risée du monde, alors que nous sommes un peu plus riches. Nous ne voulons plus subir tout ce que nous subissons, ces humiliations-là, alors qu'on est un peu plus digne. Il doit faire gaffe. Le peuple vous regarde. La jeunesse africaine vous regarde. 1 milliard de jeunes africains vous regardent. There is no turning back. Thank you, Ibrahim Traoré. Thank you, Burkinabés. Thank you, Africans. Thank you, blacks all over the world. God bless you. Bye-bye.